Bonjour à tous, il est midi, bienvenue dans votre journal régional. Dans l'actualité de ce jeudi 25 janvier, une bonne nouvelle pour le commissariat de Châtellerault. Il va déménager dans le site désaffecté de l'ancienne école de gendarmerie de la ville. L'hôtel de police était particulièrement en mauvais état. Toumaï était-il un hominidé ou un primate? L'article d'un journaliste indépendant et les témoignages de scientifiques qu'il a recueillis mettent en cause la découverte de l'équipe Ouedville dirigée à l'époque par Michel Brunet. Nous ferons le point sur cette affaire. Comment fonctionne l'Institut régional de formation aux soins sanitaires de la Croix-Rouge? C'est l'occasion de le découvrir lors des portes ouvertes en Charente qui auront lieu ce week-end. Visite en avant-première avec l'une de nos équipes. Mais avant de développer ces titres, un petit détour par Angoulême où l'on retrouve Isabelle Hirsch. Bonjour Isabelle. Alors ça y est, le Festival de la bande dessinée 45e édition a ouvert ses portes. Oui, bonjour à vous tous et bonjour Marie-Noël. Effectivement, alors vous pouvez peut-être le voir derrière moi. Déjà, dès 10h ce matin, c'était la folie. Certains visiteurs sont même arrivés au milieu de la nuit pour être les premiers à passer les portes et accéder aux auteurs pour décrocher des dédicaces. C'est donc parti pour 4 jours de folie pour les 2000 auteurs et autrices qui sont présents sur ce festival. On attend plus de 200 000 visiteurs. Côté chiffres aussi, notez qu'on a acheminé 200 tonnes de BD qui ont été installées dans les différents espaces. Mais ça, on en parle tout à l'heure. Et puis, on vous parlera aussi de l'astronaute Thomas Pesquet. À tout à l'heure Isabelle. C'est une nouvelle qui était attendue depuis longtemps. Le commissariat de police de Châtellerault va être transféré dans l'ancien site de l'école de la gendarmerie. Cet hôtel de police était particulièrement vétuste. Jérôme Villain et Laurent Pelletier. C'est la bonne nouvelle de ce début d'année pour les Châtelleraudais. Depuis 2009 et la fermeture de l'école de gendarmerie, la caserne de l'Age était vouée à l'abandon. 9 ans d'inactivité qui ont visiblement endommagé le bâtiment. Mais avec 2 millions d'euros d'investissement de l'État, en 2020, ce bâtiment délabré sera devenu le nouveau commissariat de police. Nous avons reçu la nouvelle hier soir. Et monsieur le maire Jean-Pierre Ablin qui s'est battu pour occuper ce site qui est quand même libre maintenant depuis 2009. C'est une excellente nouvelle pour Châtelleraudais, c'est une excellente nouvelle pour le commissariat également. Oui, parce qu'il y avait, c'est pas du luxe on va dire, il y avait un commissariat franchement en mauvais état. Écoutez, nos camarades policiers véritablement méritaient autre chose que ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc on est très très heureux de les accueillir. La décision ministérielle était en effet très attendue par les policiers de Châtellerault. Le commissariat actuel est particulièrement vétuste et inadapté. Le déménagement, voulu depuis une dizaine d'années par les syndicats de policiers, ce sera donc chose faite dans 2 ans. Et par ailleurs, 2 études vont être lancées pour la restructuration du commissariat de Niort et la rénovation de l'hôtel de police de Royan. La grogne du côté de la prison de Vivonne ne faiblit pas, bien au contraire. 50 gardiens empêchaient encore ce matin les entrées et les sorties. Dès 6h, ils ont refusé de prendre le service. Ils ont exercé leur droit de déposer les clés. C'est un acte fort et rare. Et face à cette situation, la direction du centre pénitentiaire a fait appel aux gendarmes de la force sécurité intérieure pour assurer le fonctionnement minimum du centre. 16 hommes sont rentrés ce matin pour assurer les promenades, les repas et quelques parloirs. Stéphane Le Foll était à Poitiers hier soir. Il fait partie des 4 candidats en campagne pour prendre la tête du PS. Il a entamé un tour de France de ville en ville et hier soir, une 50aine de personnes étaient réunies pour l'écouter, avec en particulier au premier rang Alain Claes. Et par ailleurs, c'est aujourd'hui que l'on devrait connaître le jugement concernant le recours en justice de Delphine Batho à propos de l'invalidation de sa candidature à cette élection interne. L'article d'un journaliste indépendant va peut-être révolutionner toutes les thèses actuelles sur l'origine de l'homme. Il dénonce, témoignage à l'appui, l'absence d'études autour d'un fémur retrouvé à côté du crâne de Toumaï. Et Toumaï, c'est le plus vieil hominidé découvert par une équipe picto-tchadienne dirigée à l'époque par Michel Brunet. Mais ce fémur montrerait qu'il n'est pas un bipède. Explication avec Alexandre Allais. Est-ce le fémur d'un grand singe primitif ou celui d'un bipède ? La réponse à cette question pourrait remettre en cause les travaux de l'équipe de recherche dirigée par le paléontologue Michel Brunet. Nous sommes en 2001 au Tchad, dans le désert de Djourab. 4 hommes mettent au jour un crâne, celui de Toumaï. Toumaï est alors considéré comme le premier de la lignée humaine. L'équipe rapporte en plus du crâne des ossements fossiles situés à proximité, dont un fémur. 3 ans plus tard, en 2004, Roberto Macchiarelli, professeur de paléoanthropologie à l'université de Poitiers, reconnaît le fémur d'un grand singe. Toumaï ne serait donc pas notre ancêtre le plus ancien,
La polémique enfle, ce fémur disparaît du laboratoire et le professeur Macchiarelli est obligé d'exercer ailleurs. Contacté par téléphone, Michel Brunet se défend. Ça ressemble à un règlement de compte qui est très loin du champ de la science. Quand notre travail sera publié, il pourra être contesté, pas avant. 16 ans après sa découverte, la recherche sur ce fémur n'a toujours pas été publiée, un temps qui semble beaucoup trop long pour certains. Les chiffres du chômage en Nouvelle-Aquitaine sont parus hier soir. En décembre, le nombre de personnes n'ayant exercé aucune activité professionnelle connaît une très légère baisse, moins 0,3%. En Poitou-Charentes, les Deux-Sèvres enregistrent le recul le plus marqué. En cette période de choix d'orientation après le bac, les écoles ouvrent leurs portes et c'est le cas ce week-end de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge qui forme des aides-soignants et des infirmières. Il dispose de 2 établissements à Cognac et à La Couronne, près d'Angoulême. Présentation avec Bruno Pilet et Cécile Landé. Monsieur, ma collègue va bientôt piquer. Voilà, je vais bien piquer, respirer très fort, je pique. Son visage manque un peu d'expression. Même s'il est en plastique, ce mannequin est au centre de toutes les attentions. C'est bientôt fini, on va bientôt faire le pansement. Après une formation d'aide-soignante, Camille a souhaité poursuivre ses études dans un but très précis. Vous pensez travailler où par la suite ? Eh bien, en fait, je suis en contrat de professionnalisation. Donc, c'est les hôpitaux du Sud-Charente à Barbezieux qui payent ma formation. Donc après, je redevrai 5 ans en tant qu'infirmière dans leur établissement. Au-dessus des étudiantes, une caméra retransmet en direct les soins. Juste à côté, dans une autre salle, Dominique, la formatrice, regarde attentivement chaque geste. Place ensuite au débriefing. Il faut que ce soit normalement un système clos pour ne pas déstériliser. Là encore, c'est 100% de réussite. Et comme ça, on ne fait pas de faute. C'est mieux. Qu'avant, c'était la première fois sur le patient. Donc, c'est les recommandations de l'autorité de la HAS et c'est très bien qu'on puisse mettre en place ces simulations à la Croix-Rouge d'Angoulême et dans toutes les écoles, quoi. Autre cours plus théorique avec des élèves de première année et parmi eux, Vincent, qui n'a pas choisi ce métier au hasard. Qu'est-ce qui vous plaît à faire ce métier ? Les soins humains et puis ce que je peux apporter aux autres. Vous verriez faire quoi par la suite ? Dans quel secteur ? Dans ma voie, je travaille en psychiatrie déjà. Dans cette structure, gérée par la Croix-Rouge, on prépare principalement au métier d'infirmier ou d'infirmière. Dans les 6 mois après l'obtention du diplôme, la plupart des étudiants trouvent facilement du travail, une profession aux évolutions multiples. Vous avez des étudiants qui peuvent passer les spécialités que sont les infirmières puéricultrices, les infirmières anesthésistes. Après un certain nombre d'années d'expérience, elles peuvent passer une formation de cadre de santé. Le 27 janvier, les 15 sites de formation de la Croix-Rouge ouvrent leurs portes en Nouvelle-Aquitaine. Celui de la Couronne accueille près de 500 étudiants. La filière cognac se porte très bien, mais ces terres prodigues ne sont pas protégées et jusqu'à présent, elles intéressaient beaucoup les autres viticulteurs pour les droits de plantation. Une réglementation européenne vient de changer ce flou juridique. On fait le point avec Marie-Ange Cristofari. Les vautours ne sont plus les bienvenus. Très mobilisés contre le détournement des droits de plantation, les viticulteurs charentais seront désormais mieux armés. La filière cognac vient de mettre en place des restrictions particulières. Jusque-là, il était possible à n'importe quel viticulteur d'acheter des vignes et droits de plantation n'importe où en France, dans des terroirs meilleur marché, et de les transférer ensuite dans le cognacet, manière de contourner des prix à l'hectare trop inabordables. Car ces vignes-là valent de l'or et suscitent un grand appétit économique. Boisson de luxe sur le marché international, le cognac est, avec le champagne, l'un des produits viticoles les plus rentables de France. Mais cette pratique était un risque de déstabilisation du marché. L'interprofession a décidé la plantation de 1500 hectares pour 2018. Hors de question que le jeu soit faussé, même à la marge. L'an dernier, le nombre de ces viticulteurs opportunistes avait été évalué à une quarantaine sur plus de 4000 professionnels. On retrouve à présent toutes nos équipes au salon du Festival international de la bande dessinée. Rebonjour Isabelle. Alors ça y est, les bulles sont ouvertes. Oui, Marie-Noël, effectivement, les premiers visiteurs sont arrivés dès ce matin. Alors c'était la folie. Certains sont même arrivés au milieu de la nuit pour être les premiers à passer les portes et accéder aux auteurs pour les dédicaces. Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud ont assisté à ces premiers moments.
D'une année sur l'autre, la même image, celle des fans absolus qui s'élancent pour être les premiers sur les rangs des dédicaces. Devant, certains avouent s'être présentés très tôt. Je suis arrivé à 2h du matin. Qui à 2h du matin ici ? Devant la bulle. Pourquoi ? Les premières sont là. Parce qu'il y a une distribution de tickets pour un auteur qui s'appelle Tarquin. Pour certains lecteurs de BD, tout est une question d'organisation. Si vous venez à Angoulême et que vous voulez voir des auteurs en particulier, il faut faire votre planning avant. Donc ce matin, on a vu qu'il y avait un auteur qu'on voulait voir à 10h. Donc on vient faire la queue dès maintenant pour être sûr de l'avoir. Et donc à 10h, les premiers achats sont déjà réalisés. Je vais aller vite le faire dédicacer en suivant. Il faut venir très tôt, quoi, c'est ça ? C'est ça. Bon, on va rester 2 jours. Puis suivent les premières dédicaces, un marathon pour le public et les auteurs qui savourent aussi leur plaisir. Là, je vais dédicacer pendant 2 heures ce matin, 2 heures cet après-midi. Mais c'est un plaisir pour les auteurs parce qu'on travaille chez nous, dans la solitude, qui est souvent choisie. Je ne me plains pas du tout, mais c'est un vrai plaisir de rencontrer les lecteurs et d'avoir un retour aussi sur notre travail. Comme Picobog, ils seront 1400 auteurs en dédicace cette année. Cela représente une moyenne de 70 000 dédicaces pendant la durée du festival. Traditionnellement, les organisateurs du festival remettent un grand prix la veille de l'ouverture. Donc la cérémonie s'est donc déroulée hier soir. Ce sont des auteurs et autrices de BD qui votent pour un des leurs. Donc là, le gagnant de cette année, c'est Richard Corben. C'est un Américain connu pour ses dessins horrifiques et de science-fiction. On écoute son éditeur. Il était à la fois très heureux, très honoré et très touché parce que c'est une reconnaissance qui vient de ses pairs et qui est une reconnaissance qui est déconnectée du marché, déconnectée des médias, de beaucoup de choses, de la presse. Oui, tout à fait. C'est une reconnaissance qui est intemporelle, qui a traversé plusieurs générations et jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est la plus belle reconnaissance possible. Après la visite de l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, hier, c'est au tour de la ministre en exercice de passer un moment au festival. Françoise Nyssen est arrivée ce matin. Elle a rendu visite à des jeunes et doit signer une convention d'objectifs et de moyens pour le festival tout à l'heure. Le festival propose de découvrir des auteurs à travers des expositions. L'une d'elles est consacrée à Marion Montaigne. Alors, ce qu'il faut savoir, son album est en lice pour le Fauve d'Or, dont on aura la réponse samedi. Il est intitulé « Dans la combi » de Thomas Pesquet. Et il est consacré à la sélection et la préparation des astronautes avant de partir dans l'espace. C'est une BD à lire en famille. Reportage sur des images de Laurent Gauthier. Marion Montaigne se passionne depuis très longtemps pour tout ce qui touche le domaine scientifique. Elle a commencé par un blog humoristique de vulgarisation intitulé « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même ». Ces histoires ont été adaptées en dessin animé pour la chaîne Arte en 2016. Et cette fois, elle s'est intéressée à la préparation des astronautes à travers le portrait de Thomas Pesquet. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Thomas Pesquet fin 2015. Donc il n'était pas encore hyper connu, il avait un emploi du temps d'astronaute quand même, mais là je me suis dit, il faudrait vraiment raconter ça. Le grand public ne se doute pas de comment se passent les sélections, qu'il y a des tonnes et des tonnes d'examens qui répètent des dizaines et des dizaines de fois les expériences qu'ils vont faire là-haut. Si le propos est très sérieux, l'humour est omniprésent, une façon de rappeler que la science peut être ludique. Il y a eu un côté un peu vulgarisation à la portée de tous. Enfin, je ne sais pas, parce que quelqu'un n'a pas fait bac S ou bac plus 6, qui ne peut pas comprendre des faits médicaux, de la physique quantique. C'est juste il faut juste le raconter correctement. Marion Montaigne en profite pour rappeler que les astronautes sont des hommes presque comme les autres. S'ils travaillent beaucoup dans la station internationale, ils ont aussi des moments de franche rigolade qu'elle raconte de façon délicieuse. Isabelle, je crois que votre invité vous a rejoint. Il s'agit du président du pôle Magélis. Oui, Marinol, effectivement, je suis avec François Bonneau, qui est aussi président du conseil départemental. François Bonneau, bonjour. Bonjour. Alors déjà, dites-nous un peu, le rôle du pôle Magélis, c'est quoi ? Le pôle Magélis, c'est né justement du festival, parce qu'après le festival, on s'est dit qu'il faut que l'on crée quelque chose
qui soit durable, pérenne toute l'année. Et donc on a eu l'idée de créer des choses autour de ce qui s'appelait à l'époque, il y a 20 ans, le dessin animé et ce qui est aujourd'hui l'animation. Donc le pôle de l'image, aujourd'hui, c'est plus de 1000 professionnels dans l'animation, plus de 12 écoles et de 1200 étudiants qui sont présents à l'année sur Angoulême et la Charente, et aussi le soutien à des auteurs de BD charentais qui sont à peu près au nombre de 200 et une trentaine de collectifs. Et donc on soutient toute cette filière et notamment ils sont présents sur un stand pendant tout le festival qui est porté par Magélis. C'est devenu un label en fait. Absolument, c'est devenu un campus, un label, une reconnaissance à la fois nationale et internationale. Vous avez en tête des exemples de jeunes, qu'est-ce qui est sorti du pôle Magélis et qui a pu faire des choses un peu hors du commun ? Alors, on est sur notre moteur qui est l'animation. Effectivement, on a sorti des films qui sont Ma vie de courgette, La tortue rouge, Zombilénium. Enfin voilà, vraiment des longs métrages très, très connus qui ont demandé des années de travail. Et puis effectivement, on accueille à la Maison des auteurs des auteurs qui sont sélectionnés de façon très importante parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et parmi ceux-là, eh bien, que nous accueillons depuis un certain nombre d'années, eh bien, il y en a un certain nombre du monde entier qui font leur trou et qui sont passés par Angoulême, qui est ce qu'on appelle la Villa Médicis de la BD. Oui, c'est ça, il y a un retour parce que c'est un gros investissement, mais pour la ville d'Angoulême, il y a un retour sur investissement. Oui, absolument, parce que leur notoriété et puis un certain nombre se plaisent tellement dans la ville et dans le département qu'ils choisissent d'y rester, d'y faire leur vie. François Bonneau, merci beaucoup. Donc moi, je vous rappelle que les portes sont ouvertes depuis ce matin. Elles sont ouvertes jusqu'à dimanche. Et puis je vous rappelle aussi qu'on attend quand même plus de 200 000 visiteurs à Angoulême pour venir découvrir le salon de la BD. Merci Isabelle et on vous retrouve ce soir avec toutes nos équipes. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre au FIBD, vous pouvez vous immerger dans ce salon grâce à nos Facebook Live à 13h à découvrir sur notre site internet où vous retrouverez aussi d'autres informations et d'autres reportages spéciaux FIBD. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle les informations principales. Le commissariat de Châtellerault va déménager dans les anciens locaux de l'école de la gendarmerie. Le ministre Gérard Collomb l'a annoncé hier. 2 millions d'euros vont être affectés pour ce chantier. L'hôtel de police était particulièrement dégradé. Autre information de ce journal, Toumaï était-il un hominidé ou un primate? Un article d'un journaliste indépendant et des témoignages troublants sèment le doute sur la découverte de l'équipe de scientifiques dirigée par le Poitevin Michel Brunet. Cet article dénonce la présence d'un fémur retrouvé juste à côté du crâne de Toumaï, un fémur qui appartiendrait à un grand singe. Reportage complet ce soir à 19h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, vous retrouverez Marie-Ange Cristofari à 19h pour votre journal régional. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le Midi Pile. Bon après-midi. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.